Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je vais continuer la lecture d'Ulysse dans la vallée d'un auteur bien connu, Honoré de Balzac. Mais juste avant cette lecture, je vais vous donner deux petites citations qui sortent tout juste de ce fabuleux livre composé de deux lettres. Ne soyez ni confiant, ni banal, ni empressé. Trois écueils. La trop grande confiance diminue le respect. La banalité nous vaut le mépris. Le zèle nous rend excellents à exploiter. Honoré de Balzac. Deuxième citation. L'amour a ses intuitions comme le génie a les siennes. Et je voyais confusément que la violence, la maussaderie, l'hostilité ruineraient mes espérances. Voilà, nous allons donc passer à la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous allons commencer la lecture. Quelques jours après, il vint un poney pour Jacques, que son père excellent cavalier voulait plier lentement aux fatigues de l'équitation. L'enfant eut un joli habillement de cavalier, acheté sur le produit des noyers. Le matin où il prit la première leçon, accompagné de son père, au cri de Madeleine, étonnée qui sautait sur le gazon autour duquel courait Jacques, ce fut pour la comtesse la première grande fête de sa maternité. Jacques avait une collerette brodée par sa mère, une petite redingote en drap bleu, de ciel serré par une ceinture de cuir verni, un pantalon blanc à plis et une toque écossaise d'où ses cheveux cendrés s'échappaient en grosses boucles. Il était ravissant à voir. Aussi, tous les gens de la maison se goupèrent-ils en partageant cette félicité domestique. Le jeune héritier souriait à sa mère en passant et se tenait sans peur. Ce premier acte d'homme chez cet enfant de qui la mort parut si souvent prochaine. L'espérance d'un bel avenir garanti par cette promenade qui le lui montrait si beau, si joli, si frais. Quelle délicieuse récompense. La joie du père qui redevenait jeune et souriait pour la première fois depuis longtemps. Le bonheur peint dans les yeux de tous les gens de la maison. Le cri d'un vieux piqueur de Lenoncourt qui revenait de Tours et qui, voyant la manière dont l'enfant tenait la bride, lui dit « Bravo, monsieur le vicomte !» C'en fut trop, madame de Mortsauf fondit en larmes. Elle, si calme dans ses douleurs, se trouva faible pour supporter la joie en admirant son enfant, chevauchant sur ce sable où souvent elle avait pleuré par avance en le promenant au soleil. En ce moment, elle s'appuya sur mon bras, sans remords, et me dit « Je crois n'avoir jamais souffert. Ne nous quittez pas aujourd'hui. » La leçon finie, Jacques se jeta dans les bras de sa mère qui le reçut et le garda sur elle avec la force que prête l'excès des voluptés. Et ce fut des baisers, des caresses sans fin. J'allais faire avec Madeleine 2 bouquets magnifiques pour en décorer la table en l'honneur du cavalier. Quand nous revînmes au salon, la comtesse me dit « Le 15 octobre sera certes un grand jour. » Jacques apprit sa première leçon d'équitation et je viens de faire le dernier point de mon meuble. « Eh bien, Blanche, dit le comte en riant, je veux vous le payer. » Et lui offrit le bras et l'amena dans la première cour où elle vit une calèche que son père lui donnait et pour laquelle le comte avait acheté 2 chevaux en Angleterre, amenés avec ceux du duc de Lenoncourt. Le vieux piqueur avait tout préparé dans la première cour pendant la leçon. Nous entraînâmes la voiture en allant voir le tracé de l'avenue qui devait mener en droite ligne de Clochegourde à la route de Chinon et que les récentes acquisitions permettaient de faire à travers les nouveaux domaines. En revenant, la comtesse me dit d'un air plein de mélancolie « Je suis trop heureuse. Pour moi, le bonheur est comme une maladie. Il m'accable et j'ai peur qu'il ne s'efface comme un rêve. »
J'aimais trop passionnément pour ne pas être jaloux. Et je ne pouvais lui rien donner, moi. Dans ma rage, je cherchais un moyen de mourir pour elle. Elle me demanda quelle pensée voilait mes yeux et je les lui dis naïvement. Elle en fut plus touchée que tous les présents. Et jeta du baume dans mon cœur quand, après m'avoir emmenée sur le perron, elle me dit à l'oreille « Aimez-moi comme aimait ma tante. Ne sera-ce pas me donner votre vie? Et si je la prends ainsi, n'est-ce pas me faire votre obligé à toute heure? » Il était temps de finir ma tapisserie, reprit-elle, en rentrant dans le salon où je lui baisai la main comme pour renouveler mes serments. Vous ne savez peut-être pas, Félix, pourquoi je me suis imposé ce long ouvrage. Les hommes trouvent dans les occupations de leur vie des ressources contre les chagrins, le mouvement des affaires les distrait. Mais nous autres femmes, nous n'avons dans l'âme aucun point d'appui contre nos douleurs. Afin de pouvoir sourire à mes enfants, à mon mari, quand j'étais en proie à de tristes images, j'ai senti le besoin de régulariser la souffrance par un mouvement physique. J'ai évité ainsi les atonies qui suivent les grandes dépenses de force, aussi bien que les éclairs de l'exaltation. L'action de lever le bras en temps égaux, bercer ma pensée, communiquer à mon âme, ou gronder l'orage, la paix du flux et du reflux, en réglant ainsi ses émotions. Chaque point avait la confidence de mes secrets. Comprenez-vous? Eh bien, en faisant mon dernier fauteuil, je pensais trop à vous. Oui, beaucoup trop, mon ami. Ce que vous mettez dans vos bouquets, moi je le disais à mes dessins. Le dîner fut gai. Jacques, comme tous les enfants dont on s'occupe, me sauta au cou en voyant les fleurs que je lui avais cueillies en guise de couronne. Sa mère affecta de me bouder à cause de cette infidélité, ce bouquet jalousé avec quelle grâce, vous le savez, le cher enfant ne lui offrait. Le soir, nous fîmes tous trois un tric-trac. Moi seule contre monsieur et madame de Mortsauf, et le comte fut charmant. Enfin, à la tombée du jour, ils me reconduisirent jusqu'au chemin de Frapesle, par une de ces tranquilles soirées dont les harmonies font gagner en profondeur aux sentiments ce qu'ils perdent en vivacité. Ce fut une journée unique en la vie de cette pauvre femme, un point brillant que vint souvent caresser son souvenir aux heures difficiles. En effet, les leçons d'équitation devinrent bientôt un sujet de discorde. La comtesse craignit avec raison les dures apostrophes du père pour le fils. Jacques maigrissait déjà, ses beaux yeux bleus se cernaient. Pour ne pas causer le chagrin à sa mère, il aimait mieux souffrir en silence. Je trouvai un remède à ces mots en lui conseillant de dire à son père qu'il était fatigué, quand le comte se mettrait en colère, mais ses palliatifs furent insuffisants. Il fallut substituer le vieux piqueur au père, qui ne se laissa pas arracher son écolier sans des tiraillements. Les criailleries et les discussions revinrent. Le comte trouva des textes à ses plaintes continuelles dans le peu de reconnaissance des femmes. Il jeta 20 fois par jour la calèche, les chevaux et les livrées au nez de sa femme. Enfin, il arriva l'un de ces événements auxquels les caractères de ce genre et les maladies de cette espèce aiment à se prendre. La dépense dépassa de moitié les prévisions à la Cassine et à la Rhétorière, où des murs et des planchers mauvais s'écroulèrent. Un ouvrier vint maladroitement annoncer cette nouvelle à M. de Mortsauf, au lieu de la dire à la comtesse. Ce fut l'objet d'une querelle commencée doucement, mais qui s'envenima par degrés, et où l'hypocondrie du comte, apaisée depuis quelques jours, demanda ses arrérages à la pauvre Henriette. Ce jour-là, j'étais partie de Frapesle à 10h30. Après le déjeuner, pour venir faire à Clochegourde un bouquet avec Madeleine, l'enfant m'avait apporté sur la balustrade de la terrasse les 2 vases. Et j'allais des jardins aux environs, courant après les fleurs d'automne, si belles, mais si rares. En revenant de ma dernière course, je ne vis plus mon petit lieutenant à ceinture rose, à pèlerine, dentelée. Et j'entendis des cris à Clochegourde. Le général me dit « Madeleine en pleure ». Et chez elle, ce mot était un mot de haine contre son père. Le général gronde notre mère. Allez donc la défendre. Je volai par les escaliers et j'arrivai dans le salon sans être aperçue, ni saluée par le comte, ni par sa femme. En attendant,
En entendant les cris aigus du fou, j'allais fermer toutes les portes. Puis je revins, j'avais vu Henriette, aussi blanche que sa robe. « Ne vous mariez jamais, Félix, me dit le comte. Une femme est conseillée par le diable. La plus vertueuse inventerait le mal s'il n'existait pas. Toutes sont des bêtes brutes. » J'entendis alors des raisonnements sans commencement ni fin. Se prévalant de ses négations antérieures, M. de Morsauf répéta les niaiseries des paysans qui se refusaient aux nouvelles méthodes. Il prétendit que s'il avait dirigé Clochegourde, il serait 2 fois plus riche et qu'il ne l'était. En formulant ces blasphèmes violemment et injurieusement, il jurait, il sautait d'un meuble à l'autre, il les déplaçait, les cognait, puis au milieu d'une phrase, il s'interrompait pour parler de Samuel, qui le brûlait, ou de sa cervelle qui s'échappait à flot, comme son argent. Sa femme le ruinait, le malheureux. Des 30 et quelques mille livres de rente qu'il possédait, elle lui en avait apporté déjà plus de 20. Les biens du duc et ceux de la duchesse valaient plus de 50 000 francs de rente, réservés à Jacques. La comtesse souriait superbement et regardait le ciel. « Oui, s'écria-t-il, Blanche, vous êtes mon bourreau, vous m'assassinez, je vous pèse. Tu veux te débarrasser de moi? Tu es un monstre d'hypocrisie. » Elle rit. « Savez-vous pourquoi elle rit, Félix ?» Je gardai le silence et baissai la tête. « Cette femme, reprit-il, en faisant la réponse à sa demande, elle me sèvre de tout bonheur. Elle est autant à moi qu'à vous et prétend être ma femme. Elle porte mon nom et ne remplit aucun des devoirs que les lois divines et humaines lui imposent. Elle ment aussi aux hommes et à Dieu. Elle m'excède de course et me lasse pour que je la laisse seule. Je lui déplais, elle me hait et met tout son art à rester jeune fille. Elle me rend fou par les privations qu'elle me cause, car tout se porte alors à ma pauvre tête. Elle me tue à petit feu, et se croit une sainte. S'accommunie tous les mois. La comtesse pleurait en ce moment à chaudes larmes, humiliée par l'abaissement de cet homme, auquel elle disait pour toute réponse « Monsieur, monsieur, monsieur !» Quoique les paroles du comte m'eussent fait rougir pour lui, comme pour Henriette, elles me remuèrent violemment le cœur, car elles répondaient aux sentiments de chasteté, de délicatesse qui sont pour ainsi dire l'étoffe des premiers amours. « Elle est vierge à mes dépens, disait le comte. À ces mots, la comtesse s'écria « Monsieur !»« Qu'est-ce que c'est, dit-il, que votre monsieur impérieux? Ne suis-je pas le maître? Faut-il enfin vous l'apprendre ?» Il s'avança sur elle en lui présentant sa tête de loup blanc, devenue hideuse car ses yeux jaunes eurent une expression qui le fit ressembler à une bête affamée sortant d'un bois. Henriette se coula de son fauteuil à terre pour recevoir le coup qui n'arriva pas. Elle s'était étendue sur le parquet en perdant connaissance, toute brisée. Le comte fut comme un meurtrier qui sent rejaillir à son visage le sang de sa victime. Il resta tout hébété. Je pris la pauvre femme dans mes bras. Le comte me la laissa prendre comme s'il se fût trouvé indigné de la porter, mais il alla devant moi pour m'ouvrir la porte de la chambre contiguë au salon. Chambre sacrée où je n'étais jamais entrée. Je mis la comtesse debout et la tins un moment dans un bras, en passant l'autre autour de sa taille. Pendant que M. de Morsauf ôtait la fausse couverture, l'édredon, l'appareil du lit. Puis nous la soulevâmes et l'étendîmes tout habillée. En revenant à elle, Henriette nous pria par un geste de détacher sa ceinture. M. de Morsauf trouva des ciseaux et coupa tout. Je lui fis respirer des sels, elle ouvrit les yeux. Le comte s'en alla, plus honteux que chagrin. 2 heures se passèrent en un silence profond. Henriette avait sa main dans la mienne et me la pressait, sans pouvoir parler. De temps en temps, elle levait les yeux pour me dire par un regard qu'elle voulait demeurer calme et sans bruit. Puis il y eut un moment de trêve où elle se releva sur son coude et me dit à l'oreille « Le malheureux, si vous saviez. » Elle se remit la tête sur l'oreiller. Le souvenir de ses peines passées, joint à ses douleurs actuelles, lui rendit des convulsions nerveuses que je n'avais calmées que par le magnétisme de l'amour. Effet qui m'était encore inconnu, mais dont j'usais par instinct. Je la maintins
avec une force tendrement adoucie. Et pendant cette dernière crise, elle me jeta des regards qui me firent pleurer. Quand ses mouvements nerveux cessèrent, je rétablis ses cheveux, en désordre, que je maniai pour la seule et unique fois de ma vie. Puis, je repris encore sa main et contemplai longtemps cette chambre à la fois brune et grise. Ce lit simple à rideaux, de Perse, cette table couverte d'une toilette parée à la mode ancienne, ce canapé mesquin à matelas piqué. Que de poésie dans ce lieu. Quel abandon du luxe pour sa personne. Son luxe était la plus exquise propreté, noble cellule de religieuse mariée, pleine de résignation sainte, où le seul ornement était le crucifix de son lit, au-dessus duquel se voyait le portrait de sa tante, puis de chaque côté du bénitier, ses deux enfants dessinés par elle au crayon et leurs cheveux du temps où ils étaient petits. Quelle retraite pour une femme, de qui l'apparition dans le grand monde eût fait pâlir les plus belles. Tel était le boudoir où pleurait toujours la fille d'une illustre famille inondée en ce moment d'amertume et se refusant à l'amour qui l'aurait consolée. Malheur secret irréparable. Et des larmes chez la victime pour le bourreau, et des larmes chez le bourreau pour la victime. Quand les enfants et la femme de chambre entrèrent, je sortis. Le comte m'attendait, il m'admettait déjà comme un pouvoir médiateur entre sa femme et lui. Et il me saisit par les mains, en me criant « Restez, restez, Félix !» Malheureusement, lui dis-je, monsieur de Chessel a du monde. Il ne serait pas convenable que ses convives cherchassent les motifs de mon absence, mais après le dîner, je reviendrai. Il sortit avec moi, me reconduisit jusqu'à la porte d'en bas sans me dire un mot, puis il m'accompagna jusqu'à Frapesle, sans savoir ce qu'il faisait. Enfin, là, je lui dis, au nom du ciel, monsieur le comte, laissez-lui diriger votre maison, si cela peut lui plaire, et ne la tourmentez plus. Je n'ai pas longtemps à vivre, me dit-il, d'un air sérieux. Elle ne souffrira pas longtemps par moi. Je sens que ma tête éclate. Et il me quitta dans un accès d'égoïsme involontaire. Après le dîner, je revins savoir des nouvelles de Madame de Mortsauf, que je trouvais déjà mieux. Si telles étaient pour elle les joies du mariage, si de semblables scènes se renouvelaient souvent, comment pouvait-elle vivre? Quel lent assassinat impuni! Pendant cette soirée, je compris par quelle torture inouïe le comte énervait sa femme. Devant quel tribunal apporter de tels litiges? Ces réflexions m'hébétaient. Je ne pus rien dire à Henriette. Mais je passai la nuit à lui écrire. Des 3 ou 4 lettres que je fis, il m'est resté ce commencement dont je ne fus pas content. Mais s'il me parut ne rien exprimer, ou trop parler de moi, quand je ne devais m'occuper que d'elle, il vous dira dans quel état était mon âme. À Madame de Mortsauf. Combien de choses n'avais-je pas à vous dire en arrivant, auxquelles je pensais pendant le chemin, et que j'oublie en vous voyant. Oui, dès que je vous vois, chère Henriette, je ne trouve plus mes paroles en harmonie avec les reflets de votre âme qui grandissent votre beauté. Puis, j'éprouve près de vous un bonheur tellement infini que le sentiment actuel efface les sentiments de la vie antérieure. Chaque fois, je n'ai à une vie plus étendue et suis comme le voyageur qui, en montant quelques grands rochers, découvre à chaque pas un nouvel horizon. À chaque nouvelle conversation, n'ajoutais-je pas à mes immenses trésors un nouveau trésor? Là, je crois, est le secret des longs, des inépuisables attachements. Je ne puis donc vous parler de vous que loin de vous. En votre présence, je suis trop ébloui pour voir, trop heureux pour interroger mon bonheur, trop plein de vous pour être moi, trop éloquent par vous pour parler, trop ardent à saisir le moment présent pour me souvenir du passé. Sachez bien cette constante ivresse pour m'en pardonner les erreurs. Près de vous, je ne puis que sentir. Néanmoins, j'oserais vous dire, ma chère Henriette, que jamais dans les nombreuses joies que vous avez faites, je n'ai ressenti de félicité semblable aux délices qui remplirent mon âme hier, quand, après cette tempête horrible, où vous avez lutté contre le mal avec un courage surhumain, vous êtes revenu à moi seul, au milieu du demi-jour de votre chambre, où cette malheureuse scène m'a conduit. Moi seule ai su de quelle lueur peut briller une femme quand elle arrive des portes de la mort aux portes de la vie,
et que l'aurore d'une renaissance vient nuancer son front. Combien votre voix était harmonieuse. Combien les mots, même les vôtres, me semblaient petits alors que dans le son de votre voix adorée réapparaissaient les ressentiments vagues d'une douleur passée, mêlés aux consolations divines par lesquelles vous m'avez enfin rassuré en me donnant ainsi vos premières pensées. Je vous connaissais brillant de toutes les splendeurs humaines, mais hier j'ai entrevu une nouvelle Henriette qui serait à moi, si Dieu le voulait. Hier j'ai entrevu je ne sais quel être dégagé des entraves corporelles qui nous empêchent de secouer les feux de l'âme. Tu étais bien belle dans ton abattement, bien majestueuse dans ta faiblesse. Hier, j'ai trouvé quelque chose de plus beau que ta beauté, quelque chose de plus doux que ta voix. Des lumières plus étincelantes que n'est la lumière de tes yeux. Des parfums pour lesquels il n'est point de mots. Hier, ton âme a été visible et palpable. Ah, j'ai bien souffert de n'avoir pu t'ouvrir mon cœur pour t'y faire revivre. Enfin, hier, j'ai quitté la terreur respectueuse que tu m'inspires. Cette défaillance ne nous avait-elle pas rapprochés ? Alors j'ai su ce que c'était que respirer en respirant avec toi. Quand la crise te permit d'aspirer notre air, combien de prières élevées au ciel en un moment. Si je n'ai pas expiré en traversant les espaces que j'ai franchis pour aller demander à Dieu de te laisser encore à moi, où l'on ne meurt ni de joie ni de douleur. Ce moment m'a laissé des souvenirs ensevelis dans mon âme et qui ne réapparaîtront jamais à sa surface sans que mes yeux se mouillent de pleurs. Chaque joie en augmentera le sillon. Chaque douleur les fera plus profonds. Oui, les craintes dont mon âme fut agitée hier seront un terme de comparaison pour toutes mes douleurs à venir, comme les joies que tu m'as prodiguées, chère éternelle pensée de ma vie. Domineront toutes les joies que la main de Dieu daignera m'épancher. Tu m'as fait comprendre l'amour divin, cet amour sur qui, plein de sa force et de sa durée, ne connaît ni soupçon, ni jalousie. Voilà, c'est ainsi que se termine sur cette belle note cette lecture donc de ce livre, l'Ulysse dans la vallée. J'espère vous retrouver très prochainement donc pour la suite de cette lecture. Je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN. À tout bientôt.